Quand j'ai rejoint la mission Rosetta, il y a 15 ans, je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Nous sommes allés sur cette comète pour trouver les réponses à des questions fondamentales, pour confirmer ou complètement remettre en cause les théories existantes sur la naissance du système solaire. Elle restera comme l'une des missions les plus audacieuses et remarquables de l'histoire spatiale. L'émotion la plus forte pour moi, c'était la sortie de l'hibernation. C'était le 20 janvier 2014. Ce matin-là, lorsqu'Andrea Comazzo se rend à l'Agence spatiale européenne, il ne sait pas encore que la mission Rosetta entrera dans l'histoire. La sonde spatiale qu'il pilote depuis 10 ans a pour destination une comète. Son objectif, comprendre les origines du système solaire et de la vie sur Terre. Mais depuis bientôt 3 ans, pour économiser son énergie, la sonde Rosetta a été placée en hibernation. À 700 millions de kilomètres du Soleil, l'énergie produite par ces panneaux solaires est devenue insuffisante pour alimenter les systèmes électriques. Depuis, Rosetta file dans l'espace sans aucun contact avec l'équipe de vol. Un réveil automatique a été programmé à bord. Il doit réactiver la sonde, aujourd'hui. C'est au centre de contrôle de Darmstadt, en Allemagne, que l'équipe d'Andrea Comazzo attend le réveil de Rosetta. Il y a 6 heures, l'ordinateur de bord a dû réveiller ses instruments et orienter son antenne vers la Terre. Au même moment, en Californie et en Australie, 2 antennes terrestres ultrasensibles pointent dans la direction supposée de Rosetta pour capter son signal. Le signal doit apparaître sur cet écran. C'est un analyseur de spectre qui mesure du bruit, donc on voit actuellement beaucoup de bruit et lorsque le signal arrivera, on verra une grande ligne verticale. Les centaines de chercheurs impliqués dans le projet Rosetta sont venus assister à l'une des phases les plus critiques de la mission qu'ils ont imaginée il y a 20 ans. L'objectif, c'est approcher une comète à quelques kilomètres d'altitude, l'accompagner pendant plusieurs mois et lâcher un atterrisseur, Philae, à sa surface. Les scientifiques espèrent décrypter la matière d'une comète pour comprendre comment les molécules du système solaire se sont modelées jusqu'à engendrer la vie. Mais alors que le signal de Rosetta aurait dû apparaître sur les écrans il y a déjà 20 minutes, toutes les ambitions se découvrent dépendantes du démarrage d'un ordinateur resté éteint pendant 3 ans dans le froid de l'espace. Jean-Pierre Bibring est l'une des figures charismatiques de la mission Rosetta. Présent dès son origine, il a dirigé la conception de l'atterrisseur Philae, le robot qui devra se poser sur la comète. Toutes les missions spatiales, quelque part, portent toujours une très grande part de risque. Parce qu'une bonne mission, c'est une mission qui va essayer de coupler l'ambition scientifique aux défis technologiques. Donc à chaque fois, on est un peu à la limite de ce que l'on sait faire. Par exemple, si le réveil ne fonctionne pas, on ne peut rien faire.
le contact avec la sonde est rétabli. Mais pour Andrea Comazzo, le pilote, les opérations les plus délicates s'annoncent. Repérer la comète 67P, un objet de quelques kilomètres de long qui se trouve au-delà de Jupiter, et diriger la sonde Rosetta vers elle. Tout ce que l'on fait avec Rosetta, c'est d'essayer de comprendre la spécificité de ce qui a permis, au moins sur Terre, à la vie d'émerger, pour essayer de comprendre si c'est très générique et si ce genre de processus est suffisamment générique pour pouvoir avoir pris place ailleurs dans le système solaire, voire ailleurs dans notre environnement galactique. Donc ce type de recherche se met dans le prolongement de quelque chose qui prend des racines très profondément dans le questionnement de l'humanité. On sait aujourd'hui qu'au moment de la formation du système solaire, une matière originelle s'est transformée sous la chaleur du Soleil. Mais certains agrégats, préservés dans des régions lointaines et froides, seraient restés congelés comme les archives d'une matière primitive. Cette matière gravite aujourd'hui sur des orbites très lointaines, encore inaccessibles, au-delà de Pluton. Mais il arrive qu'un de ces débris soit accidentellement happé à l'intérieur du système solaire et commence à décrire des ellipses qui les rapprochent du Soleil et de la Terre. Lorsqu'il se rapproche du Soleil, suffisamment proche pour que la glace se sublime, alors il s'entoure de cette énorme chevelure qui fait des millions de kilomètres, alors que le noyau lui-même fait quelques kilomètres. Et il perd à ce moment-là plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres de sa surface. Ça paraît pas beaucoup, mais sur un objet qui fait quelques kilomètres, ça veut dire qu'il va faire une centaine d'orbites comme ça et c'est fini. On appelle ces objets faits de glace et de matière primitive les comètes. Comme ici, Ison, filmé par l'Observatoire spatial SOHO. Quand vous voyez une comète, pour la comète, c'est son champ du signe. C'est-à-dire que la comète est en train de disparaître. L'idée de la mission Rosetta est née suite au dernier passage à proximité de la Terre de la comète de Halley. Un objet spatial dont chacune des apparitions marque l'évolution de la pensée des hommes sur l'univers. Après son passage en 1066, la tapisserie de Bayeux saisit la fascination et la peur des hommes devant un phénomène extraordinaire. 3 siècles plus tard, Giotto l'a peint au-dessus du berceau d'un prophète, Jésus. Mais personne ne sait, à cette époque, que ce phénomène régulièrement consigné par les hommes est le fait d'un même objet qui reparaît tous les 76 ans. À la fin du XVIIIe siècle, Edmund Halley, alors convaincu que les comètes tournent autour du Soleil, s'appuie sur les lois de la gravité universelle de son confrère Newton pour annoncer le prochain retour de la comète qui portera son nom. Lorsqu'en 1759, une comète apparaît effectivement dans le ciel terrestre, Halley et Newton sont tous les deux morts depuis plusieurs années. Mais leurs théories sont enfin validées. Une même force régit les mouvements de tous les objets célestes. Une force qui explique les trajectoires de la Lune, des planètes ou des comètes, comme elle permet de calculer le mouvement d'une pomme attirée par la Terre. Le XVIIIe siècle, pour ça, a fait énormément de choses tout à fait remarquables, en asseyant cette réalité que les lois sont universelles, c'est-à-dire que la pomme et la Lune, mais c'est vrai à toute échelle, les objets obéissent aux mêmes lois. Et c'est comme ça que le cosmos est devenu l'univers, c'est universel, c'est-à-dire que partout, à toute échelle, ce sont les mêmes lois qui opèrent. Avec Newton, les lois de la physique devenaient universelles. Celles qui expliqueraient la naissance de la vie restaient à découvrir.
À la fin du XXe siècle, aux lois de la gravité s'ajoutait la maîtrise technique de la propulsion spatiale. Alors que la comète de Halley avait accompli 3 nouvelles ellipses autour du Soleil, on pouvait pour la première fois partir à sa rencontre lors de missions spatiales qui allaient inspirer Rosetta. En 1986, 2 sondes soviétiques, 2 sondes japonaises et une sonde européenne, nommée Giotto, volent vers la comète de Halley. Jean-Pierre Bibring travaille aux instruments de mesure des sondes soviétiques qui, les premières, croiseront sa trajectoire. Quelques jours plus tard, la sonde européenne Giotto s'approche à 600 km du noyau en plein dégazage. La caméra est détruite. Mais elle aura pu, auparavant, transmettre la première image d'un noyau de comète. Et la comète de Halley remet en cause cette fois-ci notre conception de l'émergence de la vie sur Terre. Le premier résultat absolument incroyable qui a été trouvé, et personne ne pouvait le comprendre, c'est que c'est l'objet le plus sombre qui existe dans le système solaire. C'est plus noir que du charbon, alors que c'est fait de glace. Qu'est-ce qui fait que cette glace peut être à ce point absorbante, à ce point sombre? La noirceur des comètes pourrait découler de la présence de molécules à base de carbone, sous une forme beaucoup plus évoluée qu'on ne l'avait imaginé. Peut-être même des acides aminés, ces molécules qui composent tous les êtres vivants et dont on pensait jusqu'alors qu'elles n'avaient pu se former que sur Terre. Mais lors de ces missions, les instruments embarqués n'étaient pas préparés à l'analyse de ce type de molécules. Toutes les agences spatiales imaginent alors de nouvelles missions d'exploration de comètes. En 1993, la plus audacieuse d'entre elles est révélée à la presse par l'Agence spatiale européenne, la mission Rosetta. Le 30 juillet 2005, Rosetta se posera sur le noyau de la comète. Toute cette première partie a été... Rosetta, c'est la mission qui est dotée des instruments et du laboratoire capables sur place d'analyser ce que c'est qu'une comète. On voudrait savoir de quoi est fait le matériau de départ à partir duquel, vraisemblablement, ensemencé dans les océans terrestres, la vie a pu émerger. Des centaines de scientifiques et d'ingénieurs conçoivent un laboratoire spatial automatisé capable de disséquer la matière d'une comète. Sur l'orbiteur, Rosetta, un analyseur de particules qui doit capturer de la poussière de comète et analyser sa composition. Un spectromètre dédié à l'analyse des gaz. Des caméras haute définition pour comprendre la topographie du terrain et préparer l'atterrissage. Sur l'atterrisseur, Philae, 7 caméras qui devront effectuer le premier panoramique jamais réalisé sur une comète. Un radar destiné à déterminer sa composition interne et l'instrument COSAC qui devra forer la surface et faire chauffer la matière récupérée dans des fours miniatures. Au total, 22 outils d'analyse équipent la sonde. Il aura également fallu inventer toute la technologie de navigation, des systèmes de communication performant à plusieurs centaines de millions de kilomètres, 64 mètres carrés de panneaux solaires pour les alimenter. Un système d'éjection pour propulser l'atterrisseur à une vitesse exacte, ces batteries qui devront fonctionner à moins 150 degrés, des harpons qui devront ancrer Philae à la surface de la comète. En 2002, les caméras de l'ESA immortalisent le laboratoire spatial Rosetta et son atterrisseur Philae, ici sur son flanc gauche, juste avant leur départ pour l'espace. Au début du XXIe siècle, alors que les hommes savent lancer des engins au fond du système solaire, ils sont encore incapables de fabriquer l'organisme vivant le plus primitif. Lorsque vous attaquez le problème de l'origine de la vie, vous attaquez probablement à des derniers mythes qui existent encore intacts.
Louis Dendecourt est astrochimiste. Il tente de recréer de la vie en laboratoire, en imitant les conditions du système solaire à ses débuts. La vie aurait émergé sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, suite à un assemblage de molécules organiques, une soupe primitive. On peut définir déjà un système dans lequel il y a forcément de l'eau, pas trop chaude, de grosses molécules qui soient nécessairement très stables. Et pour avoir des liaisons chimiques qui soient capables de réagir les unes avec les autres, il faut pouvoir leur apporter de l'énergie. Et cette énergie ne peut être en gros que l'énergie des photons du Soleil. Les scientifiques comme Louis Dendecourt cherchent à comprendre comment les particules élémentaires de l'univers sont devenues atomes, comment les atomes sont devenus molécules et comment des molécules ont pu former des êtres vivants. Tous les éléments qui sont ici sur Terre, tous les éléments dans lesquels nous, on est constitués, là je parle des éléments atomiques, tout ça, on sait que c'est fabriqué dans les étoiles. Donc, il n'y a pas de problème, il y a un lien très fort entre les étoiles, les planètes et ce que l'on est nous. On comprend bien aujourd'hui comment les premières formes de vie terrestre ont évolué progressivement jusqu'à la diversité actuelle. Les plantes, les mollusques, les chiens, les hommes. En revanche, juste avant que ne s'enclenche ce processus, de grandes énigmes subsistent. Louis Dendecourt focalise ses recherches sur cette transition de la matière inerte à la matière vivante. C'est tout de même répondre à des questions très angoissantes. Pourquoi on est là? Où est-ce qu'on va? Pour moi, il n'y a aucun problème. On est là parce que on est en fait les enfants du cosmos, d'une certaine manière. On est en droit fil de l'évolution de l'univers. Mais que s'est-il passé pour que la matière prenne vie? Comme les biologistes parviennent à reconstituer l'évolution grâce aux restes d'animaux disparus, les astrochimistes espèrent de l'exploration spatiale qu'elle leur fournisse des molécules restées intactes depuis des milliards d'années. Après 10 années de conception, Rosetta, le laboratoire spatial le plus complet jamais imaginé pour comprendre les origines de la vie, s'apprête à explorer une comète. Fin 2002, Rosetta quitte l'Europe pour rejoindre la Guyane. Le lancement est confié à la société Arianespace, basée à Kourou. Rosetta attend son tour sur la liste du lanceur. Le lancement de Rosetta, ça a été toute une histoire. Elle devait décoller en janvier 2003 et on avait passé des années à travailler pour ce jour-là. Mais 2 semaines avant notre départ, Arianespace testait une nouvelle version de l'Ariane 5 et ça a été un échec. Le lanceur a dévié de sa trajectoire et ils ont dû le faire exploser. L'Agence spatiale européenne décide de reporter le lancement de Rosetta jusqu'à ce que le problème sur la fusée soit identifié. Rosetta est stockée dans un hangar à Kourou. La déception a été terrible. Le plus gros problème, c'est que c'était notre seule chance d'atteindre la comète prévue. On devait voler vers la comète Virtanen, mais en ratant cette fenêtre de tir, on ratait son passage. Donc on a dû chercher une autre comète. Les équipes de l'ESA décident alors de viser la comète 67P, découverte par Churyumov et Gerasimenko en 1969. De nouveaux plans de vol sont calculés. Et 1 an plus tard, Rosetta est placée sous la coiffe d'Ariane 5. Au même moment, à Darmstadt, Andrea Comazzo, alors âgé de 34 ans, s'apprête à prendre les commandes de la sonde. À tous les Léo, prêts pour le décompte final. 3, 2, 1, stop.
2h13 après le décollage, selon l'expression consacrée, tous les paramètres à bord sont nominaux. La mission d'Ariane Espace est accomplie. Celle d'Andrea Comazzo commence. Elle durera 12 ans. Si on place sur ce dessin le Soleil ici au centre du système solaire, eh bien l'orbite de la comète autour du Soleil ressemble à ça, relativement large. Ça, c'est la comète qui tourne autour du Soleil. Si je prends l'orbite de la Terre, qui est notre point de départ, on a quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc vous voyez, l'orbite de la comète est beaucoup plus grande que celle de la Terre. Ce que le lanceur Ariane 5 a pu nous donner au départ, c'est quelque chose de légèrement différent de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc on est encore très loin de l'orbite de la comète. Pour que Rosetta puisse atteindre cette orbite, on utilise une technique connue dans les vols interplanétaires qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Basée sur les lois établies par Newton, l'assistance gravitationnelle consiste à placer la sonde dans le champ de gravité d'une planète pour profiter de son mouvement autour du Soleil et lui donner davantage d'énergie. Car ni l'élan donné par Ariane, ni les propulseurs intégrés à la sonde, qui ne servent qu'à ajuster sa trajectoire, ne lui permettent d'atteindre l'orbite de la comète 67P. Donc, on utilise l'énergie des planètes qui tournent autour du Soleil pour envoyer Rosetta de plus en plus loin. C'est comme une chaîne qui attrape Rosetta et la lance plus loin. 3 ans après son décollage, Rosetta plonge vers Mars pour subir une nouvelle accélération. Lorsqu'elle est passée tout près de Mars, on a mis sous tension nos caméras et on a fait une image que j'aime beaucoup, où on voit Mars au fond, la sonde en premier plan, avec son grand panneau solaire. Et Rosetta qui passe devant, qui voit ça, qui fait une image et qui ensuite va vers le noyau cométaire. Bon, il y a quelque chose de très émouvant aussi là-dedans. Rosetta s'éloigne de Mars selon une trajectoire prévue pour plonger vers la Terre en novembre 2007, puis une dernière fois en février 2009. 5 ans après son départ, Rosetta s'enfonce dans le système solaire. Au cours du voyage de Rosetta, on a eu la chance de traverser 2 fois la ceinture d'astéroïdes. Il y avait les scientifiques avec nous dans la salle de contrôle qui téléchargeaient en temps réel les données de Rosetta. Les images arrivaient directement sur leur portable. Une image m'a saisi. On y voyait l'astéroïde et il y avait une petite étoile juste derrière. En regardant attentivement, on a réalisé que c'était Saturne. On pouvait voir les anneaux de Saturne. C'était fantastique. Rosetta continue de s'éloigner pour rejoindre la comète au plus lointain de son ellipse, avant qu'elle ne s'entoure de sa chevelure de poussière. Le 8 juin 2011, les systèmes de la sonde, trop éloignés du Soleil pour fonctionner, sont éteints. Plus aucune communication n'aura lieu avec la Terre pendant 32 mois. À l'université de Berne, en Suisse, ingénieurs, chercheurs et ouvriers conçoivent les outils d'analyse d'une prochaine mission spatiale. C'est ici que Catherine Altfeck a dirigé la conception du spectromètre de masse qui équipe la sonde Rosetta. Un travail débuté il y a 20 ans.
On a commencé en 1996 et tout a été livré en 2002. Mais on avait encore un long voyage devant nous et nous ne savions pas si la machine fonctionnerait encore 10 ans plus tard. What you see here is the Rosina Artov sensor. It's a mass spectrometer to analyze the chemical composition of the volatile material. On a fait beaucoup de tests sur l'instrument jumeau avec toutes les substances que nous pensons trouver sur la comète. Ça nous a bien occupés ces 10 dernières années. À l'Institut Max Planck de Göttingen, en Allemagne, Fred Gussmann est le responsable de l'outil COSAC, l'instrument posé sur Philae qui devra forer le sol de la comète. Une mission de ce genre, c'est le travail d'une vie. On construit l'instrument pendant 5 ans, la sonde voyage 10 ans, puis en 2 heures à peine, on découvre si les 15 dernières années n'ont servi à rien ou si c'est une réussite. Donc il est tout à fait possible qu'après 15 ans, on constate, bon, ben voilà, ça ne marche pas, on n'a rien. Fred Gussmann a lui-même conçu ces fours miniatures destinés à chauffer les échantillons de comètes pour en déterminer la composition. Si on pouvait constater que sur la comète, il y a des molécules qui se mettraient à germer si elles tombaient au bon endroit, un endroit où il fait chaud, où il y a de l'eau, où il y a une atmosphère, ce serait grandiose, non? Découvrir que la biologie aussi est universelle. L'instrument de Fred Gussmann est placé sur le petit robot Philae qui devra se poser sur la comète. Celui de son collègue Martin Hilchenbach est placé sur Rosetta. Il devra récupérer des poussières de comète sur ces petites plaques d'1 centimètre carré. Quelques semaines avant l'arrivée prévue de la sonde à destination, les chercheurs étalonnent leurs instruments sur des répliques terrestres. Ils les alimentent en matière organique, c'est-à-dire des molécules à base de carbone, pour tester la réponse des machines. La vie telle que nous la connaissons est basée sur la chimie organique. Nous ne connaissons pas d'autres formes de vie. Quand on regarde Star Trek, on voit des créatures astrales ou je ne sais quoi. Mais nous ne pouvons pas chercher ce genre de vie parce que nous ne la comprenons pas. Quand on cherche des traces de vie, c'est toujours la vie telle qu'on la connaît sur Terre. On sait assez précisément où se trouve Rosetta, mais on sait beaucoup moins bien où se trouve la comète. Depuis le réveil de Rosetta, Andrea Comazzo peut à nouveau interagir avec la sonde. Mais à ce stade de la mission, la position de la comète, déduite d'observations terrestres, est trop imprécise pour espérer la survoler. On veut amener Rosetta à seulement quelques kilomètres de la comète, mais pour l'instant, on a une incertitude sur sa position de l'ordre de 10 000 kilomètres. C'est clair que ça ne peut pas marcher. La seule solution, c'est de photographier la comète depuis Rosetta, pendant la phase d'approche. La navigation en mode visuel ne sera possible qu'à partir du moment où les caméras embarquées par Rosetta commenceront à percevoir la comète. Holger Sierks, responsable des 2 caméras haute résolution de Rosetta, recherche les premiers indices visuels de la comète. Ces images sont authentiques, non nettoyées, avec les rayons cosmiques. Elles sont vraiment dans l'état où elles nous ont été transmises par la sonde spatiale. Le fond fixe des étoiles sert de repère dans l'espace. Ici, telle constellation, représentée sur une carte référence du ciel, est superposée à cette même constellation, photographiée depuis Rosetta. Tous les objets célestes s'ajustent.
et à l'emplacement supposé de la comète, Holger Sierks cherche un nouveau point lumineux, la trace de 67P. Et puis un jour, les spéculations deviennent certitudes. 3 images prises à 24 heures d'intervalle tournent en boucle. Ce point, au centre, qui se déplace, c'est la première preuve tangible que 67P est en ligne de mire. On a reçu un email, on savait exactement ce à quoi s'attendre. Un point blanc dans un ciel noir, parmi des milliers de points blancs. Le jour où vous recevez une telle image, vous vous dites, on est vraiment en train de le faire, on touche au but, c'est notre comète. Ce n'est plus une simulation, c'est la vraie. L'objectif des directeurs de vol, ne plus lâcher ce point dans l'espace, se diriger droit sur lui. Le 12 mai 2014, l'équipe d'Andrea Comazzo calcule la dernière modification de trajectoire de Rosetta pour atteindre la comète. Une commande est envoyée pour activer ses propulseurs. Si les calculs sont exacts, les images envoyées par Rosetta au fil des jours devraient enfin dévoiler la forme de cet objet qui n'a jusqu'à présent jamais été pour les hommes qu'un point dans l'espace. Ce que je trouve fascinant en pensant à Rosetta, ce n'est pas le fait que nous y soyons arrivés, mais le fait que des hommes, il y a plusieurs siècles, alors qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, ont été capables de calculer les trajectoires de planètes, de lunes, de comètes extrêmement précisément. Et j'aimerais que ce que nous réalisons aujourd'hui puisse être perçu par ces hommes comme un accomplissement de tout le travail qu'ils ont mené des siècles plus tôt. Ja, du siehst so einzelne Dinge, aber diese Struktur, also hier hast du alles einigermaßen flach, aber es liegt eine Menge Zeug einfach rum. Wenn man zoomt, dann wird es aber immer nur... Das sind 2, 3 Pixel. Chaque fois, quand on reçoit les premières images et qu'on s'aperçoit qu'on a dans le champ exactement ce qu'on avait prévu, bien sûr, quand on réfléchit d'un point de vue rationnel, les lois de la physique sont relativement bien établies. Donc, ce n'est pas un étonnement sur le fait que les lois de la gravité sont vérifiées. Mais c'est toujours pareil, on a beau y croire, quand on le voit, c'est encore mieux. Ces images inédites d'un noyau de comète, obtenues après un voyage de 10 ans, sont saluées partout dans le monde. Pourtant, la forme de 67P inquiète. Sa structure en angle droit et sa surface chaotique compromettent la phase la plus spectaculaire de la mission, la première tentative d'atterrissage sur une comète. Le 22 août 2014, une réunion est organisée à Toulouse, au CNES, pour tenter de trouver un site d'atterrissage. Bien, et toi? Congratulations for the Illumination here. Is it really bad? Les ingénieurs de vol et les scientifiques ont eu 15 jours depuis l'arrivée de Rosetta à destination pour se familiariser avec une comète jusqu'alors totalement inconnue. Il a fallu déterminer sa taille, 4 km de long, calculer son champ de gravité pour anticiper les trajectoires de chute de l'atterrisseur, étudier son mouvement de rotation et le temps d'ensoleillement de chaque zone, cartographier précisément le terrain pour évaluer le risque d'un retournement à l'atterrissage. Les premières confrontations de résultats sont claires.
aucun site ne remplit toutes les caractéristiques espérées. Les compromis qui s'imposent accentuent des opinions divergentes, particulièrement entre les ingénieurs de vol et les responsables scientifiques. The flat area of B is more or less the same size of the total areas of the other landing sites where you have mountains and everything. That's why B is good, because it's much bigger than the others. We told you, for all the reasons that has been said here, that B is not ranked in the top 2. The mission is not only to land, it's to make a science on where we land. The only reason to select a site is your judgment and capability to land on a given area. Of course, it's one of the parameters. The other have to be taken into consideration. That's why we are 70 people in the room and not only flight dynamics in the rooms. Il y a des sites ici qui ont comme intérêt que l'on peut voir les deux lobes et on peut a priori sonder l'ensemble, mais ils sont relativement chaotiques, donc c'est ça la difficulté. Mais il se trouve que les endroits les plus faciles pour se poser, c'est exactement sur le sommet ici, parce qu'il y a un énorme cratère qui est rempli de matériaux, qui fait que c'est relativement plat ici. Et donc, c'est ici qu'a priori, les gens qui ne travaillent que sur cette question de la facilité de se poser aimeraient nous mettre. Pour les responsables des outils scientifiques placés sur l'atterrisseur Philae, l'enjeu principal consiste à s'assurer que le site choisi soit propice aux expériences qu'ils ont conçues 20 années plus tôt. When we got to this comet, within 2 weeks, we are the only ones that are able to project a shape model that is sensible. We are the only ones that are able to make computations that make sense. In all these meetings, there is no single one that is able to project a picture with a scale next to that thing. You don't know whether it's 20 meters or 2 kilometers. If we aim... Si on vise un site particulièrement dur ou qui présente des éléments à sa surface risqués pour l'atterrissage, bien sûr, on considère que ça n'est pas judicieux parce que ça compromet complètement la mission. Si l'atterrisseur se retourne, c'est terminé. Scientists are, in a way, dreamers. Otherwise, they couldn't do their job. Of course. I would have never decided to fly to a comet. Exactly. The engineers would never have come up with such a mission. Moi, j'aime le site A. Je sais, c'est un sacré casse-tête. C'est pas vraiment plat. Mais c'est là que ça se passe. C'est là que la comète vit. Da geht's los. Da dampft der Komet. Pendant la nuit, les trajectoires de descente vers chacun des sites pressentis sont affinées. Les équipes trouveront finalement un compromis avec le site J. Situé sur le sommet de la comète, mais dont la surface plane est plus étroite que celle espérée par les directeurs de vol. Surnommée Chury par les médias, la comète 67P devient une célébrité mondiale et attise tous les fantasmes. Mises en scène et représentations imaginaires tentent de donner la mesure de l'événement qui se prépare. La comète est longue de seulement 4 km. Sa surface est jonchée de cratères et de rochers de plusieurs dizaines de mètres. Au moment du largage, la comète se situera à 500 millions de kilomètres de la Terre, 3,5 fois plus loin que le Soleil. Se poser sur ce minuscule corps céleste, en larguant un atterrisseur d'une sonde télécommandée depuis la Terre, défie l'imagination. Concrètement, à Toulouse, l'équipe du CNES calcule d'abord le point d'où Philae doit être lâché pour atteindre sa cible. Cette forme très biscornue de la comète nous complique la tâche parce que du point de vue de la gravité, il n'y a pas une gravité constante comme sur une sphère. Donc on va avoir des trajectoires extrêmement compliquées, très tordues. La trajectoire de Philae dépendra uniquement de l'élan donné par Rosetta et de la gravité de la comète. Il sera largué d'une distance de 22 km, 2 fois l'altitude d'un avion de ligne, et tombera en chute libre pendant 7 heures sans rien pour le contrôler, alors que la comète tournera sur elle-même. C'est ensuite au tour d'Andrea Comazzo et Vicente Companis d'établir le plan de vol de Rosetta pour la mener au point de largage avec la bonne vitesse à l'instant T.
Mais la distance qui sépare le pilote de la sonde télécommandée complique sérieusement la tâche. La position de Rosetta n'est jamais connue en temps réel, et chaque commande envoyée met 28 minutes à lui parvenir. On estime qu'on a pas mal de chances d'atterrir dans un cercle de 500 mètres autour du point visé. Bien sûr, on espère faire mieux, mais il faut faire face à cette réalité. Si on touche un rocher, même de 2 ou 3 mètres, il n'y a rien qu'on puisse faire. Tout système laissé à une certaine forme d'abandon va aller vers un désordre croissant, vers un désordre qui est en quelque sorte mortel. Or, la vie, c'est exactement à l'opposé de ça. La vie, en fait, construit de l'ordre à partir du chaos, d'une certaine manière, à partir du désordre. L'émergence de la vie a longtemps trouvé pour seule explication possible l'intervention d'un être divin ou un hasard miraculeux. Si c'est du hasard, c'est totalement impossible. On donne souvent un peu l'analogie. Vous prenez toutes les pièces d'un Boeing 747, vous les envoyez en l'air et ça retombe et vous avez le Boeing 747. Et donc c'est totalement impossible. Louis Dendecourt espère trouver une loi qui explique pourquoi des molécules de l'univers se sont assemblées jusqu'à lancer l'évolution du vivant. Maintenant que l'on connaît, disons, de mieux en mieux les conditions qui ont prévalu à l'apparition de la vie sur Terre, je pense que d'ici une dizaine d'années, le problème devrait être résolu. L'aboutissement de ces recherches établirait que l'apparition de la vie découle d'un processus logique de transformation de la matière. Un processus qui aurait pu s'enclencher partout dans l'univers où l'environnement y est propice. Un élément liquide, comme l'eau, de l'énergie, comme la lumière d'une étoile, et des molécules organiques, comme celles que pourraient contenir les comètes. Dans 12 heures, Philae doit se séparer de Rosetta, le point d'orgue d'une mission lancée un quart de siècle plus tôt. La première tentative d'atterrissage sur une comète suscite un intérêt médiatique exceptionnel. Au centre de contrôle de l'Agence spatiale européenne, 1500 journalistes venus du monde entier s'apprêtent à relater en direct le déroulé des opérations. Dans une salle adjacente, Jean-Pierre Bibring et Holger Sierks préparent leurs équipes à la séquence de largage. Leurs caméras posées sur Philae et sur Rosetta joueront un rôle crucial pour suivre les opérations. Demain, lui, il est donc responsable de la caméra sur l'orbiteur, nous sur le lander. Et donc voilà, 2 heures après, il devrait nous faire une image et nous on fera son image, on mettra ça ensemble. Voilà, super. Bon. Andrea Accomazzo s'isole de l'effervescence médiatique pour vivre les 24 heures les plus intenses de sa carrière. Dans la nuit, l'ordre de largage a été confirmé. À 9h35, Philae est éjecté. Désormais, le rôle de Rosetta consiste à maintenir la communication entre Philae et la Terre. Dans la salle de contrôle, Andrea Accomazzo attend que les données confirmant le largage
parcourt les 28 minutes-lumière qui le séparent de la sonde. C'est le point de non-retour. Plus aucune intervention n'est possible avant l'atterrissage. We'll land in 6 hours. Yes, we'll be together. Dans les salles de réception de l'ESA, on s'échange les informations qui filtrent. Une première mauvaise nouvelle est relayée. The radio works. There's one little negative thing, which is that the thruster doesn't work, but you might... Le système de rétrofusée, qui doit plaquer Philae sur le sol de la comète au moment de l'impact, ne fonctionne pas. Pour s'ancrer à sa surface, Philae ne peut plus compter que sur ses 2 harpons qui doivent se déclencher automatiquement au contact du sol. Les scientifiques, sollicités par la presse, profitent de cette attente impuissante pour rappeler l'objectif de la mission Rosetta. En tout cas, à présent, ce qu'on attend d'une minute à l'autre, c'est le premier cliché pris par Philae. C'est un objet qui nous raconte notre histoire remontant à 4,6 milliards d'années. Et une histoire... Alors qu'il est en direct à la radio avec sa consoeur Annie-Chantal Levasseur-Rogour, Jean-Pierre Bébring reçoit un message de l'équipe Philae. Et je profite d'être à l'antenne pour vous dire que je viens effectivement de recevoir en temps réel donc la toute première image qui a été prise. Et on voit effectivement notre sonde, elle est dans l'ombre et on voit la lumière qui se réfléchit sur les instruments à l'extérieur. Et donc c'est très émouvant parce que voilà, pour la première fois, on s'est séparé de notre engin et on voit celui qui nous a porté pendant 10 ans jusqu'à ce point-là s'éloigner de nous. C'est ensuite l'image d'Holger Sierks qui parvient sur Terre. Philae, photographié par Rosetta, 2 heures après le largage. Les 3 pieds de l'atterrisseur et son antenne se sont correctement déployés. On peut imaginer qu'à l'heure de la comète, l'atterrissage a déjà eu lieu, mais comme il faut à peu près une demi-heure pour que les ondes électromagnétiques nous arrivent, de toute façon, on n'en sait rien. Les yeux sont rivés sur les écrans où s'affiche le visage du directeur de vol, Andrea Comazzo. On attend l'expression de sa joie pour saluer une première historique. À 17h03, à l'heure exacte calculée par l'équipe de vol, les signaux télémétriques annoncent que Philae a touché le sol de la comète. We are on the comet. This is a big step for human civilization. Congratulations. Pourtant, un problème majeur perturbe le programme. Deux minutes après que sa joie a déclenché la liesse de millions de personnes, Andrea Comazzo est alarmé par de nouvelles informations. It's the redundant one. The nominal one Nominal is 1385. Okay, this one is not going down though. The lander, the elevation did not go down. It's the same resolution but as... it's probably due to the 4 minutes polling. Das ist ein Tag der Begeisterung, des Glücks und der Faszination. How exciting! How unbelievable! Les mesures d'illumination des panneaux solaires de Philae indiquent qu'il ne s'est pas stabilisé. Dans la salle de presse de l'ESA, 2 heures après l'impact, on attend toujours l'image promise, le pied d'un laboratoire posé sur une comète. Mais la preuve tangible du premier atterrissage cométaire ne vient pas. La seule chose qui est certaine, c'est qu'il est arrivé sur le noyau. Je ne sais pas s'il y est resté. On ne sait pas s'il est resté, mais bon.
Pendant ce temps, les images qui arrivent sur Terre permettent peu à peu de reconstituer le fil des événements. Après une chute de 7 heures, Philae a touché le sol de la comète à moins de 100 mètres du point visé. Les calculs des équipes de vol se sont avérés parfaits. L'impact au sol, visible sur ces images prises par Rosetta, en atteste. Mais les harpons de Philae ne se sont pas déclenchés. Il a rebondi. Cette image, prise 10 minutes après l'impact au sol, est la dernière sur laquelle Philae est visible. La suite de sa trajectoire est inconnue. Et à 19 h, Rosetta passe comme prévu de l'autre côté de la comète. Le contact avec Philae est interrompu. Il faudra attendre 7 heures, demain matin, lorsque Rosetta se lèvera sur l'horizon de la comète, pour savoir si Philae s'est reposé ou s'il a disparu. Dans la salle de contrôle, après 10 ans de mission, on ne sait pas si on est l'auteur d'une première mondiale ou si l'aventure est terminée. Ja. Stefan, du warst sowas von down heute Morgen. When I came in this morning, very early, Quand je suis arrivé ce matin, à 7 heures, on était seuls, pas de pression, personne d'autre, et j'ai vu le signal de l'atterrisseur surgir exactement à l'heure attendue. L'atterrisseur était en vie, la machine était sur la comète, elle avait survécu toute seule pendant plus de 10 heures. L'émotion que j'ai ressentie était tellement profonde, vous ne pouvez pas imaginer. Le 13 novembre 2014, à 8h30, les images envoyées par Philae parviennent enfin sur Terre. Ici, à gauche, un de ces 3 pieds posé contre cette roche noire, cette matière primitive, témoin de nos origines. 탐사선 로제타와 필레. 바로 필레 필호보 da sonde européenne Rosetta. The Rosetta space mission has 300 ans après Newton, un engin humain a touché le sol d'une comète. La mission spatiale européenne est saluée partout dans le monde comme un exploit sans précédent depuis le premier pas de l'homme sur la Lune. The true story, I think, is the Shiva panorama, because this is somewhat unique. So we want to see how it is located. But from the raw image of the Shiva panorama, when you see the foot, the one published, there's a very black portion. Is it sky, that one, or we don't know? Stars, yes. Probably. Some of them. Pass it to Fred. You were there. You're not going to get to forget this one. I was talking to Sylvain at that time. I wanted to survive here, so it's really Oh là là. process. It's really the Après 2 nuits presque sans sommeil, les principaux acteurs de la mission se retrouvent pour raconter au monde leurs dernières 48 heures. Jean-Pierre Bibring, responsable scientifique de Philae, Holger Sierks, responsable des caméras de Rosetta, Stéphane Oulamek, directeur des opérations de Philae, Andrea Accomazzo, le pilote.
mais les opérations doivent reprendre immédiatement. À Cologne, au centre de contrôle de l'atterrisseur, Jean-Pierre Bibring rejoint les chercheurs qui ont des instruments sur Philae. Du panorama à 360 degrés, on tente de comprendre comment l'atterrisseur est situé sur le sol. À l'ombre d'une falaise, ces panneaux solaires ne permettront pas de multiplier les expériences comme espéré. Le programme scientifique est redéfini. Le forage du sol par l'instrument de Fred Gussman, jugé trop gourmand en énergie, est reporté. À 22 h, une nouvelle liaison prévue avec Philae doit livrer aux scientifiques les résultats des premières expériences. Mais le lien radio est rompu, après seulement quelques secondes. Aucune donnée exploitable n'est parvenue aux chercheurs. FCC, go ahead. You are called. Here again, we have the link again. Perfect. 20 minutes plus tard, la communication reprend, stable. À raison de 16 kilobits par seconde, les mesures de 8 instruments scientifiques parviennent sur Terre. Même Fred Gussman reçoit des données. Des poussières ont pénétré dans son instrument au moment du rebond, sans forage. Avant, j'avais 6 spectres de masse. Maintenant, j'en ai 420. Le fameux acide aminé dont tout le monde rêve, je ne sais pas encore si on en a. C'est un peu délicat. Mais c'est vrai que ce serait formidable pour la recherche. Après 60 heures d'expérience, les batteries de Philae sont quasiment vides. La foreuse est enfin actionnée. Mais aucune matière n'est détectée. La mèche a percé à vide. Une dernière commande est envoyée. Les panneaux solaires de Philae sont réorientés dans l'espoir qu'ils redémarrent dans quelques mois, lorsque la comète s'approchera du Soleil. Après avoir accompli 2 tiers du programme scientifique espéré, Philae s'est endormi dans un coin inconnu de la comète. C'est au tour de Rosetta de poursuivre les explorations. 2 ans de mesures sont prévus autour d'une comète qui s'approche du Soleil. Les caméras accrochées à la sonde télécommandée révèlent les détails d'un territoire nouveau. La comète est un objet noir, plus sombre que du charbon, probablement gorgé de cette matière organique que les chercheurs sont venus trouver. Les surfaces sablonneuses proviendraient d'une matière effritée lors des précédents passages près du Soleil, qui serait retombée en pluie. Ici, Rosetta survole Khéops, le seul rocher à avoir été nommé. Long d'une quarantaine de mètres, il a été le premier point de repère des pilotes à la surface. Lorsqu'on s'aventure dans le cou de la comète, on découvre une terrasse de 500 mètres de long qui surplombe les surfaces les plus chaotiques, celles qui passionnent les scientifiques. Ce plateau serait un endroit génial où s'asseoir, les jambes au-dessus du vide. Sur la droite, il y a la falaise Hathor. C'est la pente la plus raide que nous ayons vue. 8 ou 900 mètres de haut, très abrupte, avec des structures linéaires que nous ne comprenons pas encore. Ces lignes dessinées sur la paroi, différentes d'un lobe à l'autre, indiquent que la forme curieuse de la comète est due à la réunion de 2 grands blocs distincts qui se sont assemblés il y a quelques milliards d'années et qui pourraient bientôt à nouveau se séparer. Au milieu de l'image, il y a cette grande fissure. Elle mesure au moins 1 kilomètre.
On pense que les deux parties de la comète exercent des tensions entre elles. Et il n'est pas impossible que la fissure finisse par s'ouvrir. Autrement dit, la comète va continuer à s'éroder et à un moment donné, elle va éclater en 2 blocs. Mais c'est en contrebas de la terrasse que va se révéler l'une des structures les plus fascinantes de la comète. Un trou circulaire de 200 mètres de diamètre et de profondeur, plongé dans le noir. Une série de survols est commandée pour explorer l'intérieur de ces puits mystérieux. Avant, on avait le puits sur un 10e de notre capteur. Et maintenant, on l'a grand comme ça dans notre caméra, avec une très bonne résolution. Au début, je me suis dit, mince, c'est dans l'ombre. Mais en fait, on a pu en tirer quelque chose. Et on voit les structures apparaître. Quand on zoome très fort sur cette image, on voit des structures très régulières sur les parois du puits. Ça nous a incité à penser qu'on était face à une fenêtre sur l'intérieur de la comète, qui nous permettrait de voir la matière originelle. Ces blocs de 3 ou 4 mètres de diamètre pourraient être les éléments les plus primitifs de la comète, qui se seraient agrégés par millions pour la former. Quelques jours plus tard, les caméras d'Holger Sierks vont cristalliser ce phénomène qui fait depuis toujours la fascination des hommes pour les comètes. Un jet de matière bref et puissant. Pour la première fois, des images révèlent que la chevelure de la comète prend racine précisément dans ces puits mystérieux, au cœur de son noyau. La matière se sublime sous la chaleur du soleil, et les jets s'éteignent lorsque les puits rebasculent dans la nuit. Pour les scientifiques, l'objectif est clair. Convaincre les pilotes de faire passer Rosetta au plus près de la surface pour récupérer cette matière primitive dès qu'elle s'en échappe. Qu'est-ce qui sort de ces jets? Ce serait dommage que dans quelques années, on se dise « Ah, on aurait peut-être dû faire ça ». Nous devons absolument nous rapprocher. Pour le moment, nous sommes à 320 km. C'est trop loin. Pour répondre aux attentes des scientifiques, Andrea Comazzo et son adjoint Sylvain Laudio planifient un survol en Rasmoth, 5 km au-dessus de la surface. L'ombre de Rosetta se projette sur le sol. Mais soudain, la comète se met à dégazer. Sylvain Laudio est seul aux commandes. D'abord, la qualité du signal reçu à la station était en train de se dégrader. Donc on avait des trous de données. Et si vous avez un trou, vous avez une alarme. Et donc ça alarmait en permanence. La seule explication possible, c'était clairement que l'antenne ne pointait plus correctement vers la Terre. C'est le pire qui puisse arriver, parce qu'on est en aveugle, on ne sait absolument pas ce qui se passe. La communication entre les pilotes et Rosetta est assurée par sa grande antenne mobile, qui doit pointer en permanence vers la Terre. Un décalage d'1 demi-degré suffit à interrompre toute communication. Mais Rosetta plonge dans un nuage de poussière. Les capteurs d'étoiles, qui lui permettent de s'orienter dans l'espace en identifiant des constellations, confondent les poussières avec les étoiles. Rosetta est totalement désorientée. L'ordinateur de bord déclenche le Safe Mode, une procédure automatique de survie. Rosetta pivote à la recherche du seul point de repère qui reste fiable, le Soleil.
Là, il y a perte de signal immédiat parce que la sonde part en rotation. Et donc là, bon, c'est clair, on sait immédiatement que c'est un safe mode. Donc après, ça peut devenir méchant. Rosetta oriente ses panneaux solaires vers le Soleil et dirige son antenne vers la position supposée de la Terre. Il faudra 3 jours pour rétablir une communication stable. Rosetta a dérivé de 300 km, mais la récolte a été bonne. Des poussières de comètes, photographiées dans l'espace par l'instrument de Martin Hilchenbach, se sont déposées par centaines sur les petites plaques de son instrument embarqué par Rosetta. Ça, c'est le plus gros grain que nous ayons récupéré. C'est ça qui forme la queue de la comète. Le portrait original. Des centaines de mesures ont été prises par tous les instruments. Désormais, c'est dans leur laboratoire que les chercheurs espèrent découvrir le Graal, la trace de molécules organiques qui ont inspiré la mission. Mais dans cette période où la science chemine, les secrets sont encore bien gardés. Il faudra attendre quelques mois pour que les premières révélations soient annoncées. La grande histoire de la comète, on ne la connaît pas encore. On a beaucoup d'informations nouvelles, mais pas d'histoire cohérente. On était en charge de regarder régulièrement ce qui nous arrivait de Rosetta. Et d'un seul coup, un pic apparaît. J'ai été très incrédule sur le coup. Je me suis dit une erreur, enfin il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'était bien des données en provenance de Philae qui avaient été transmises. Et là, on était vraiment sûr que Philae nous avait fait son premier coucou depuis 7 mois. En fait, on a au moins 6 watts qui sont fournis par les panneaux. Le 14 juin 2015, à 1h30, Philae transmet des informations vers la Terre, pendant 1 minute et 30 secondes. Les premières données informent qu'il s'est déjà réveillé 96 fois au cours des dernières semaines, mais que son signal n'a jamais été capté par Rosetta. Déterminer la position de Philae et l'orientation de son antenne devient une priorité pour rétablir la communication. Les quelques données transmises entre Rosetta et Philae au moment de l'atterrissage ont permis de reconstituer son rebond. Il est parti vers le sud, sur la comète. Il a survolé cet immense cratère à une altitude de 250 mètres à peu près. On est allé taper sur cette pente-là, qui nous a renvoyé dans cette direction-là, jusqu'à ce qu'il trouve un creux en fait, dans la comète qui l'accueille. C'est dans cette zone d'incertitude, d'une 50aine de mètres de diamètre, que l'équipe du CNES pense avoir repéré Philae. Ça serait ce point. On ne voit pas beaucoup mieux que ça. Ça correspond à quelques pixels, en fait, sur l'image. Et on a quand même l'impression, avec des lunettes spéciales, d'avoir une forme proche de Philae. C'est la face qui est vers le sol. C'est ça, la face qui est vers le sol. Donc vers le ciel, c'est ça. On est peut-être gêné un petit peu dans ce coin. Malgré les incertitudes sur sa localisation, c'est maintenant l'orientation de son antenne qui est débattue. L'antenne de Philae semble pointer sous l'horizon de la comète. Le cône de visibilité dans lequel Rosetta peut capter son signal est donc très réduit. Rosetta fait comme ça. D'accord. Donc il faut que Rosetta passe au-dessus de l'antenne Philae au moment où Philae a démarré et est prêt à communiquer. Si on est là, il communique. Si on n'est pas là, ben, quelques heures plus tard, il fait nuit, il serait éteint. Dernière donnée, 12h58, c'est bien ça. 12h58, donc il reste plus qu'une Il demi-heure. reste plus qu'une demi-heure avant la fin de la visite. Dans quelques minutes, Rosetta doit passer précisément à la position où le signal avait été capté 3 jours plus tôt. Ouais, c'est trop long. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça sent le sapin, quand même. Mais cette fois-ci, le signal reste plat. Dernière donnée, 13h03. Et toujours rien. Les liaisons sont d'autant plus difficiles que Rosetta se trouve actuellement à 200 km de la comète, aux limites de la portée de l'antenne de Philae.
Au centre de contrôle de l'ESA, les ingénieurs de vol programment une série de manœuvres spécialement dédiées à rétablir le contact avec Philae. Mais l'activité de la comète est désormais intense. Rosetta doit rester à distance. Aucune liaison stable ne sera rétablie. La carrière scientifique de Philae s'achève. Sa position sur la comète n'est toujours pas formellement connue. Ce qui nous manque vraiment, c'est une photo de Philae posée sur le sol de la comète. D'un point de vue opérationnel, on n'en a pas besoin. D'un point de vue scientifique, l'intérêt est discutable. Mais en tant qu'être humain, il nous faut absolument cette photo. Et nous allons faire tout notre possible pour l'obtenir. Holger Sierks, responsable des caméras de Rosetta, a désormais pour mission de photographier Philae à la surface de la comète. À Paris, les chercheurs confrontent leurs hypothèses, divergentes, sur la localisation du robot. Les nouveaux survols au-dessus du point lumineux désigné par le CNES n'ont pas donné de résultats probants. So you can immediately see how tough it is to get this spot illuminated. So it's shaded in all directions. So you have to be in a very limited geometry to see it really illuminated. So I have a hard time to reckon what this is. These spots might be the feet. So this looks landerish. But I have no clue what this is. But is there an interpretation from somebody else? No, I asked this question at the SWT and there is no interpretation they see in the imagery. Après plusieurs semaines de recherches infructueuses, la priorité est redonnée aux expériences scientifiques de Rosetta. And get evidence, but that's the best we have so far. La signature est très claire, incontestable. On a la molécule mère et on a également les molécules précurseurs. Il ne peut s'agir de rien d'autre que d'acides aminés. L'instrument de Catherine Altfeck a détecté dans la chevelure de la comète de la glycine, un de ces fameux acides aminés présents chez tous les êtres vivants. Mais surtout, la trace enfin prouvée de molécules organiques complexes dans les comètes s'intègre dans une série de découvertes majeures que Catherine Altfeck est sur le point de révéler. Lors du colloque de Göttingen, qui regroupe tous les scientifiques de la mission, les résultats attendus de Catherine Altfeck sont déjà au cœur des débats. L'effervescence reflète la foison de découvertes, celle qui précède les grands mouvements de pensée scientifique. Okay, I talk about the Rosina Zoo here, about some nice animals we have found on the comet. Devant tous ses confrères, Catherine Altfeck dresse l'inventaire de toutes les substances trouvées par son instrument. Ammoniac, cyanure d'hydrogène, phosphore, dioxygène, benzène. And finally, we have the king of animals, of course, the lion, and that's the glycine. Most of these molecules we have not expected, so we didn't calculate. Surtout, d'après les analyses de Catherine Altfeck, toutes ces molécules, y compris l'eau et les acides aminés, se seraient formées avant même la naissance du système solaire et seraient donc beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait.
What is your current understanding concerning the early days of the solar system? So the moment all these wonderful animals have met and built. I don't think they formed on the comet. They formed before. There is no chemistry on the comet. It's too cold. Some people will oppose that, but that's my conclusion, yes. Katrin, but we have no indication of the star forming process where they come from. Give me some time. Don't expect this to be a fast process. Le scénario précis de la formation de cette matière est encore discuté. Mais les résultats de tous les instruments embarqués par Rosetta et Philae convergent vers une même idée. Ces fameuses molécules organiques qu'on pensait être un préalable exceptionnel à la vie peuvent se former communément dans l'espace. À travers ces recherches, on se demande d'où venons-nous, d'où vient le système solaire, d'où vient l'humanité. Ça relativise un peu l'importance de l'être humain. Nous ne sommes pas si importants. Et c'est très bien comme ça. Nous sommes en août 2015, et vu depuis la Terre, la comète a une trajectoire proche de celle du Soleil. Le Soleil se lève maintenant, et Rosetta est 3 heures au-dessus. C'est dans cette direction qu'on pointe nos antennes pour capter son signal. Le 14 août 2015, la comète 67P atteint son périhélie, le point de son ellipse le plus proche du Soleil. Pendant quelques semaines, avant qu'elle ne s'éloigne à nouveau, elle devient visible depuis les observatoires terrestres. Cette comète, elle est très différente de ce qu'on pouvait imaginer être une comète. C'est pas comme on le pensait avant, une boule de glace essentiellement avec des molécules et des grains piégés dedans. Bien sûr qu'il y a de la glace, sinon ça ne développerait pas les chevelures et les queues que l'on voit quand ça passe près du Soleil. Mais la glace est qu'un composant extraordinairement secondaire, minoritaire. Il y a peut-être 15-20% de glace. Qu'est-ce qu'est le reste? Le reste, c'est ce qu'on voit sur nos images. C'est une matière organique, une matière carbonée. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce matériau-là, j'en suis absolument convaincu, même si on n'a pas été au bout des analyses, il contient tout ce qui permet de constituer ensuite des structures vivantes une fois qu'on les aura mis dans le bon environnement. Pour ce qui est de Rosetta et du petit atterrisseur Philae, quand vous regardez la composition en molécules organiques, eh bien, vous avez des similitudes avec ce que nous, on a produit qui sont extrêmement frappantes. Alors que la comète contourne le Soleil, Louis Dendecourt, dans son laboratoire, loin de l'effervescence de la mission Rosetta, fait à son tour une découverte majeure. En imitant la formation de glace de comète, il observe la transformation de molécules de carbone très simples en ribose, un sucre présent dans le matériel génétique des êtres vivants. Et en particulier, on arrive à synthétiser des molécules qui sont effectivement engagées dans des processus de type biologique. Donc c'est ce qu'on appelle les acides aminés, par exemple, qui sont très importantes pour faire des protéines, mais c'est aussi ce qu'on appelle les sucres, et les sucres sont très importants pour le matériel génétique. Arriver à reproduire simultanément dans le même type d'expérience à la fois les précurseurs du métabolisme, des protéines en fait, et le précurseur du matériel génétique,
Pour moi, je ne pense pas que ce soit une coïncidence, en fait. Je pense qu'on est sur un bon filon. Les expériences de laboratoire confirment les observations de la mission Rosetta. Les briques élémentaires de la vie peuvent se former dans le vide spatial. C'est une première étape dans la transformation de la matière inerte à la matière vivante. Ce mélange moléculaire, il n'est pas vivant en soi. Ce qui est le vivant, c'est la capacité ensuite que ces molécules-là réagissent ensemble et vont sélectionner parmi cette richesse de molécules celles qui vont fabriquer ce que nous on appelle des structures vivantes. Ces découvertes ouvrent un champ de recherche aux frontières de la chimie et de la biologie. Comment ces molécules parviennent-elles ensuite à se répliquer, à muter, à se sélectionner? Quel environnement faut-il pour qu'elles s'organisent ensemble jusqu'à former des structures capables d'évoluer? Et c'est là où la condition d'apparition de la vie est probablement à un goulet d'étranglement phénoménal. C'est-à-dire qu'il faut quand même que la comète, par exemple, qui amène toute cette richesse moléculaire, elle ne tombe pas dans un désert complètement aride ou sur une boule de glace sur laquelle il ne va rien se passer. Il faut avoir de l'eau liquide en particulier. Parmi tous les scénarios qui expliqueraient l'émergence de la vie, ces recherches étayent l'hypothèse que les comètes auraient pu préserver, pendant des milliards d'années, des molécules propices à la vie, avant de les disperser dans une multitude d'environnements différents. Se pose alors de plus en plus concrètement une question ancestrale. La vie aurait-elle pu émerger ailleurs que sur Terre, dans d'autres milieux favorables ? On est bien sûr à la recherche de ce qui est générique et de spécifique là-dedans. Il y a du générique, il y a du spécifique. Ce qui ne veut pas dire que le vivant ne peut pas exister ailleurs, mais ça peut être un autre vivant avec 4 autres bases que les 4 que l'on a dans notre ADN, d'autres protéines, etc. Et ça modifie assez fondamentalement l'idée que l'on se fait de ce qu'est le vivant. À l'été 2016, la comète repart vers les profondeurs du système solaire. À l'université de Greenwich, à Londres, scientifiques et ingénieurs de vol préparent un final à la hauteur d'une mission historique. Pour marquer la fin de la mission, il a été décidé que Rosetta serait projetée sur le sol de la comète, aux côtés de Philae, dans un dernier plongeon fatal. Avant de s'écraser, avant de se poser délicatement sur la comète le 30 septembre, on va en fait survoler la comète de très très près. Il y a des distances jamais survolées avant. On espère atteindre peut-être 2 km, voire 1 km de la surface. Voilà, et c'est ce qu'on va exposer aujourd'hui. Ingénieurs et chercheurs débattent des dernières expériences scientifiques qui pourront être effectuées. Lors de la dernière phase de la descente, seuls 2 instruments resteront actifs. Le spectromètre de Catherine Alfeck et les caméras d'Holger Sierks. We will be down looking and just take image and image and image and image to a resolution which is just fantastic. You will hit the comet, yes, sooner or later. Nobody will be able to predict when, and maybe at the last, so we are taking images and we keep receiving images, and at some point the images don't show comet anymore. We are taking risks. So if we don't have images in the last 50 meters, but we have direct images over 100 meters from the surface, and we have seen this. We can accept half a degree of pointing, yeah, Sylvain? So after half a degree of pointing, there is no link anymore. So it, yeah? Point 8, okay. Point 8. Let's just go down. Anyway, I will get a few molecules wherever you land. Pendant la phase finale du vol, quelques jours seulement avant qu'elle ne touche le sol de la comète, Rosetta passe une dernière fois au-dessus de la zone où pourrait se trouver Philae. Une série d'images parvient sur Terre le lendemain. C'est la collaboratrice d'Holger Sierks, Cecilia Tubiana, qui la découvre la première.
J'étais à la maison, c'était un dimanche soir. D'abord, j'ai pensé qu'on l'avait raté, parce que les rochers qui devaient être sur le côté de l'image étaient au centre, et donc on avait des pointés. Mais j'ai augmenté la luminosité pour voir dans les ombres, et j'ai vu une ligne verticale. Ça avait l'air artificiel. Where is it? In the secondary archive. Go before, go the 18th. It's there. On the 18th? Okay, I can open this one here. Nice. No, not so nice. You don't want to see that. Oh. Wow. This is cool. Yeah. Also a very regular pattern. So. The lander is just 30 pixels from the edge of the frame. L'atterrisseur est à peine à 30 pixels du bord de l'image. On l'a eu, mais surtout, c'est tellement net. Il n'y a aucun doute que c'est bien l'atterrisseur. There was no doubt that that was the lander. À l'extrême droite de cette image, quasiment hors champ, Philae est là. Exactement à l'endroit où l'équipe du CNES de Toulouse pensait l'avoir identifié 1 an et demi plus tôt. L'énigme de sa position est enfin élucidée. Après ce cliché pour la postérité, le 30 septembre 2016, toutes les équipes de la mission se réunissent une dernière fois à Darmstadt pour l'épilogue de la mission Rosetta. Verfolgen wir unsere Datenrate auf einem extra, also in Realtime auf einem extra Plot. Also du unterstehst dich, so viel Daten zu machen. Ja, dann kriegst du es nachher mit mir zu tun. Wenn das der letzte Fight ist, den wir haben. Ja, das Il y a quelques années, nous avions éteint Rosetta, mais nous savions qu'elle allait se rallumer. Le jour du réveil, on attendait désespérément son signal. Cette fois, nous le verrons disparaître et ce sera la fin de l'aventure spatiale. Mais cette mission, c'est beaucoup plus qu'une sonde spatiale. So how far are we behind? Sur le plan scientifique, ça reste intéressant. Mais d'un autre côté, je sais qu'il ne reste plus que 2h32. Et après, ce sera fini. This was the first image of the descent, taken at 16 kilometers with our narrow-angle camera. The first view now of the blue dot. We will land here, and we just learned from flight dynamics it's really there. On the briefing room, we just have loss of signal at the expected time. And so this is the end of the Rosetta mission. Thank you and goodbye. Il satellite di papà non c'è più adesso. È atterrato, l'abbiamo messo a riposo. Adesso dormi. Adesso dorme. È andato a dormire sulla cometa.
Ce que j'ai appris de cette aventure, c'est que si nous mettons toutes nos forces ensemble, nous pouvons faire des choses qu'on croyait impossibles au départ. Nous pouvons transformer les rêves en réalité. C'est ce qui me restera de cette mission.